23 km au nord de Paris. Roissy-Charles de Gaulle, le premier aéroport français. Ici, chaque année se croisent 61 millions de voyageurs, presque l'équivalent de la population française. Il y a ceux qui atterrissent dans la joie ou la fatigue de l'arrivée. Et ceux sur le départ, dans l'excitation, la décontraction ou l'angoisse du décollage. C'est rare que je pleure dans un aéroport, mais là, en l'occurrence, on n'a pas pu faire autrement. Roissy n'est plus seulement un lieu de passage. L'aéroport se construit un futur de plus en plus confortable. Nouvelles salles d'attente, boutiques de luxe. Je peux vous renseigner? Vous cherchez quoi comme parfum? Quand on descend de l'avion, on a faim. Parce que dans l'avion, ils ne vous donnent plus rien de bon. Restaurants gastronomiques et autres services en tout genre. C'est pas un tue-le-temps, c'est justement des choses que j'ai pas forcément le temps de faire. Et même un musée. Étonnant, mais pourquoi pas? Ah oui. Roissy-Charles de Gaulle, c'est une ville entière qui se réinvente. Vous ne pas rester coincé dans la boîte? Un monde à part où chaque minute a son importance. On arrive dans les parties critiques, on n'a plus que 15 minutes parce qu'on va bientôt se préparer à l'embarquement. Vous avez un problème? Quotidiennement, près de 80 000 salariés s'activent. C'est tellement vaste qu'il faut se perdre pour pouvoir se repérer par la suite aux différents endroits où on se trouve. Entre terre et ciel, France 2561, autorisé atterrissage, piste 27 gauche, le vent... tous partagent un même objectif, faire atterrir et décoller à l'heure et en sécurité les avions pour le monde entier. Roissy-Charles de Gaulle, embarquement immédiat. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle terminal. 6 heures du matin, le vol de Singapour arrive sur son aire de stationnement. Pour Philippe, une course contre la montre débute avec l'ouverture de la porte de l'avion. Pardon? Good morning, how are you? Fine. Ok, no more passengers? Philippe est le chef d'escale de la compagnie à Paris. Sa mission, coordonner toutes les opérations à effectuer sur l'avion durant son court séjour à Roissy. Il a moins de 5 heures pour préparer cet A380, le plus gros porteur du monde, à son vol retour vers Singapour. Il y a des zones bien définies dans lesquelles on a le droit de circuler. A pour avion, P passager et puis l'indication pour la piste. Voilà. Donc tous les intervenants autour de l'avion sont systématiquement interceptés et les badges, la validité des badges vérifiée par notre agent de sécurité. Pour Philippe, chaque opération est chronométrée. L'aéroport facture la compagnie au temps passé par l'avion au sol. Voilà, ce sont les 2 derniers conteneurs bagages. Il y en a encore un. Alors que les derniers conteneurs sont extraits des soutes, l'avitaillement en kérosène commence. Il faut 2 heures pour faire le plein des 158 tonnes nécessaires pour rejoindre Singapour.
transport de compagnie. J'ai l'habitude de voir les avions, mais il y a toujours ce petit côté. Puis j'avoue que c'est un très bel avion. Il est majestueux, vous pouvez voir les dimensions, c'est assez fabuleux. Et puis il y a ce côté magique, aujourd'hui un petit peu de brume, donc on a toutes les lumières de piste qui sont allumées. C'est une ambiance très particulière. On aime ou on n'aime pas, mais quand on aime, on est accro. Au même moment, dans l'aérogare, le comptoir d'enregistrement pour le vol retour de Singapour accueille ses premiers passagers. Bonjour. Vous allez à Singapour? Oui. Alors voilà, il faudra vous mettre juste par ici. Oui. On ouvre dans quelques minutes. Hein. D'accord. Voilà. Merci. Allez-y. Le tout premier comptoir. Il est 7 h du matin. Pour Sana, le marathon quotidien commence. Excuse me, I take it for you? No problem. 408 passagers sont prévus sur le vol d'aujourd'hui et doivent être enregistrés en moins de 2 heures. Je peux vous débarrasser? I take it for you. Merci. Plus on finit l'enregistrement tôt, plus on peut commencer l'embarquement tôt et plus on peut partir à l'heure. Voilà. Pour respecter les délais, un agent ne consacre en moyenne que 3 minutes par passager. Sana guette le moindre contretemps. Comme par exemple avec ce couple de retraités. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Alors, leur gendre leur a offert un billet pour Singapour. Problème, c'est lui qui a payé par Internet. Or, pour embarquer, cette compagnie exige de présenter le moyen de paiement. Celui qui paye doit absolument présenter la carte. Voilà, sinon, nous, en fait, on ne peut pas imprimer la carte d'embarquement. Est-ce que vous avez un contact? Est-ce que vous avez son contact en Australie, son numéro de téléphone? Oui, ben voilà, on va essayer de le contacter. Sans justificatif de paiement, impossible d'enregistrer les passagers. Mais le gendre est injoignable. Je vais vous envoyer un mail car je n'arrive pas à vous joindre. Sana tente sa chance par mail. Ne vous inquiétez pas, vous revenez dans 10 minutes, on verra si on a le contact de votre gendre. Voilà, super. On prépare toujours le vol la veille. Eliane. On revérifie le vol le matin, mais on a toujours des surprises. Voilà, c'est l'aérien. Pour ces passagers, pourtant habitués à voyager, c'est l'incertitude. Quelquefois, je me mets à la place des gens qui débarquent pour la première fois. C'est compliqué quand même. Pourront-ils embarquer sur ce vol? Pas si sûr. Les compagnies clôturent l'enregistrement 1 heure avant le décollage. Un délai indispensable pour permettre de traiter les bagages. Et du comptoir d'enregistrement à l'avion, la route est longue, très longue. « 80 millions de bagages transitent chaque année dans les sous-sols de Roissy. Les valises des passagers parcourent ici en moyenne 15 km. Entièrement automatisé, le centre de tri-bagages est fortement sécurisé. La surveillance est assurée par les gendarmes du transport aérien. Ça peut un peu penser à Euro Disney avec les différents manèges et les wagonnets, vu à la place des personnes, c'est les bagages qui circulent dans tout l'aéroport d'un point A à un point B. Cet espace est aussi vaste que l'aérogare entière située juste au-dessus. Au sommet de ce grand 8 pour valise, un objet attire l'attention des gendarmes. Apparemment, il y a un bagage qui a été déchargé, pas au bon endroit, donc on va voir si on peut le récupérer et le remettre dans le système pour qu'il reparte. Ou à moins qu'il ait été ouvert, on va vérifier. C'est une arme qui est en circulation. Apparemment, on va la remettre dans le circuit puisqu'elle présente un ticket d'enregistrement, enfin un tag. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je croyais que c'était dangereux, que c'était interdit de passer une arme. Quand elle est déclarée auprès de la compagnie aérienne, ça pose aucun souci du moment qu'elle voyage en souple.
ben, il faut déclarer les armes à la compagnie aérienne qui autorise ou n'autorise pas le transport de ces armes. Pour les gendarmes, le tri-bagages est une zone à risque. Il faut prévenir d'éventuelles intrusions terroristes et surtout lutter contre le vol de bagages. Le moindre accès est examiné minutieusement. Bah ça c'est une petite zone d'ombre, donc vérifier que qu'il y a personne qui s'y trouve éventuellement. Et découvrir des objets qui auraient pu être cachés là pour X raisons quoi. Un travail de fourmi vu l'immensité de la zone à couvrir. 60 km de galeries souterraines courent d'un bout à l'autre de l'aéroport. Et là c'est le S4. Ça ira direction le E. D'accord. Sur les 3 plans, ils disent qu'on est ici, mais il n'y en a pas un qui est capable de nous dire à quel étage on est en fait. En théorie, on est au 3e. On sait où on est et après on essaye de voir si on arrive à se repérer sur le plan. Ça marche à l'envers en fait. C'est tellement vaste les sous-sols de l'aéroport qu'il faut se perdre pour pouvoir se repérer par la suite aux différents endroits où on se trouve. Ce jour-là, les gendarmes ne constatent aucune anomalie. Ils auront parcouru une dizaine de kilomètres avant de ressortir à l'autre bout de l'aéroport. Au total, Roissy s'étend sur 35 km², le tiers de la superficie de Paris. Il est 8 heures. Pour l'A380 en partance pour Singapour, le compte à rebours se poursuit. À bord, les équipes de nettoyage s'activent. Sous l'œil vigilant de Philippe, le chef d'escale. Bonjour monsieur, allez-y, non, allez-y. Il vérifie tout dans les moindres recoins. Alors là, un petit endroit interdit au public. Les marches sont assez raides, donc vous pouvez imaginer en cours de vol, lorsqu'il y a un peu de turbulence. 8 cabines permettent à l'équipage de se reposer en vol. Avec un matelas, des oreillers, une couverture et, bien évidemment, une ceinture de sécurité. Et le règlement le précise, une seule personne par couchette. C'est un peu du fantasme. Hein. Maintenant, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais j'en ai pas eu connaissance personnellement. 40 mètres plus loin, tout à l'avant de l'appareil, une attention particulière est portée aux suites réservées aux clients fortunés. Le billet aller-retour dans l'un de ces petits salons privés coûte environ 10 000 €. Bah non, c'est bon, on va s'en occuper alors. Mais le problème du jour se situe au pont supérieur, en classe affaires. Le siège est bloqué, donc il faut le débloquer, tout simplement. Le mécanisme d'un siège couchette est coincé. À 4 000 € le billet, impossible de laisser un passager s'installer sur un fauteuil dans cet état. À moins de 2 heures du départ, Philippe est inquiet. C'est bon? Non, toujours pas? D'accord. Donc, bon, je vais voir déjà si avec l'enregistrement si on a un passager assis sur ce siège. Ouais, déjà vous avez... Ouais. C'est rempli en haut ou... Pardon? C'est rempli? Assez, ouais. Ouais. Donc, je vais voir si j'ai quelqu'un assis sur le siège. C'est 19 alpha. Je vais peut-être pouvoir le redresser, ça ouais. Juste le redresser, mais il sera pas utilisable en... Comme ça, dans la couchette. Oui. D'accord. Enfin, à moins que je débloque le truc, hein, pour l'instant. Ouais, mais si vous n'y arrivez pas, qu'on ait une solution de rechange. Ouais. Bon, je préfère vous prévenir quand même. Le vol est complet, il faut réparer, et vite. Là, on n'a plus que 15 minutes, parce qu'on va bientôt se préparer à l'embarquement. Donc là, on arrive dans les parties critiques. Dans l'aérien, tout contretemps peut avoir des conséquences importantes. Ça fonctionnera? Ouais, juste expliquer pour l'hôtesse, à la limite, c'est d'appuyer en fait. Ouais, si vous voulez réparer, c'est super. Ça m'arrange. Merci beaucoup, messieurs.
Retour au comptoir d'enregistrement. La situation s'arrange pour le couple de retraités. Au téléphone, Sana peut enfin joindre le gendre qui a payé leur billet. Oui, voilà, donc c'est ça. Est-ce que vous avez la possibilité de nous envoyer votre pièce d'identité et la carte? D'accord, il n'y a pas de souci. On va bien s'occuper d'eux, vous inquiétez pas. Le problème est réglé par un mail avec la copie des justificatifs de paiement. Le couple peut enfin embarquer. Je vous en prie, monsieur, au revoir. Et voilà, c'est tout bon. Donc j'ai bien reçu, vous avez le bonjour de votre gendre. Ah oui. Il m'a dit de vous passer un petit bonjour. Donc là, on va vous donner les cartes d'embarquement et vous pourrez aller au salon tranquillement. Soulagé de pouvoir partir alors. Ah oui, heureusement. On n'en a jamais douté. C'est pour ça qu'il faut venir en avance. On se verra en salle d'embarquement. Et voilà, un problème de réglé. Mais à l'approche du départ, il reste encore des dizaines de passagers à enregistrer. Et presque autant d'exigences à satisfaire. Comme ces deux jeunes qui voudraient des places côte à côte. Bonjour. Excusez-moi, pardon. Pardon, excusez-moi. Couloir ou fenêtre, comme vous voulez. Couloir, c'est bien? Vous avez un milieu chacun, 48 et 47, donc vous êtes l'un derrière l'autre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va vous mettre milieu, mais à côté. Pour eux, ce vol vers Singapour est la première étape d'une longue aventure. Porte 16 pour 10 heures. Merci Bon voyage à vous. Merci, c'est gentil, merci à vous. Ils partent 1 an découvrir le continent asiatique. On part parce qu'on a fini nos études et qu'on a envie de voyager un petit peu avant de rentrer plus sérieusement dans la vie active. Voilà, envie de découvrir d'autres cultures. Un voyage excitant, même si ce départ vers l'inconnu est difficile à vivre pour leurs parents. Un petit peu de stress, ouais. Un petit peu de stress pour eux. Et pour nous aussi, de se dire qu'on va pas le voir pendant 1 an. Ça, ouais, ça fait dur, ouais. Allez, viens. Allez. Prends soin de toi. Cartonne, de toute façon, je viens régulièrement. 9h45. L'embarquement du vol pour Singapour est annoncé. Éclatez-vous bien, faites pas de bêtises. Hein. Prenez soin de vous. Hein. Profitez à fond, à fond, à fond. L'aéroport, en général, c'est plutôt quand on part, donc on est plutôt content. C'est rare que je pleure dans un aéroport, mais là, en l'occurrence, on n'a pas pu faire autrement. Mais bon, ça va bien se passer. Et c'est une très belle expérience pour eux et j'espère qu'ils vont bien en profiter. Ciao. Salut Coco. Salut. Pour accéder à leur porte d'embarquement, les jeunes voyageurs empruntent des tapis roulants du terminal 1, inauguré en mars 1974. Avant-gardiste à l'époque, cette architecture bâtie autour d'un puits central s'élève vers le ciel. Une mise en scène du voyage et la concrétisation d'un rêve, celui de voler. Ce terminal est désormais labellisé patrimoine du XXe siècle. Mais cette audace architecturale fait aussi la limite du bâtiment. Un cercle ne peut être agrandi alors que le trafic aérien explose. À sa construction, l'aéroport n'avait qu'une seule piste. Aujourd'hui, il en compte 4. L'architecture est devenue fonctionnelle, sans signification esthétique particulière. Au total, un alignement de 9 terminaux. Avec le plus récent de tous, le terminal 2E. Désormais, fini les salles d'attente traditionnelles. L'aérogare du futur est conçu comme un lieu de vie et surtout un gigantesque centre commercial de luxe. Ne cherchez plus les chariots à bagages, ils ont été remplacés par des caddies. Tout le parcours du voyageur est conçu pour l'inciter à consommer. Passés les contrôles, les passagers sont obligés de traverser les magasins duty-free pour rejoindre l'une des 18 portes d'embarquement.
Dans cette réplique de l'avenue Montaigne, les plus grandes marques s'offrent à la carte bancaire des voyageurs. On a Niamey qui est en retard, qui partira à 11h25. Donc on a deux vols africains. Tout à l'heure, on a encore 2 vols chinois. Une bonne diversité, ça va être sympa. Voilà, ouais, donc ça va être ça, midi et nuit. Bérengère est attentive aux horaires, car les passagers du jour sont pour elle autant de clients potentiels. Monsieur, bonjour. Bonjour. Je peux vous renseigner? Vous cherchez quoi comme parfum? Bérengère travaille dans le plus grand magasin duty-free de Roissy. À la base, je voulais être hôtesse de l'air et les choses ont fait que non, ça s'appelle pu se faire. Donc du coup, je suis venue ici et j'ai le foulard d'Aélia. Du coup. Depuis 1 an, elle voyage par procuration entre les rayons de parfums, cosmétiques, nourriture et autres souvenirs. On trouve même une cave à vin où de grands crus se vendent jusqu'à 29 000 € la bouteille. Des milliers de produits sont proposés à des prix non taxés aux passagers du monde entier. C'est pour goûter. Je viens des États-Unis. Je viens de Washington et je m'en vais à Abidjan pour voir les parents. Quand on descend de l'avion, on a faim. Parce que dans l'avion, ils ne vous donnent plus rien de bon. On vient de Genève. Hein. On n'a pas eu le temps d'emporter du foie gras. Le foie gras français s'achète en France. Voilà, aussi. le foie gras français s'achète en France. Oui, monsieur. Quelles sont les limitations que j'ai? Je voyage vers Montréal. D'accord. Vis-à-vis de quel produit? Les fromages. Alors en fait, sur les fromages, vous ne pouvez prendre que des fromages au lait pasteurisé. Je vais vous montrer si vous voulez. Le domaine de prédilection de Bérengère est ici, à l'épicerie fine. Un assortiment, alors le seul assortiment qu'on va avoir au lait pasteurisé, ça va être celui-ci. Ok. Vous voyez, c'est bien stipulé ici. Ah ok. Ça, il n'y aura aucun problème. Voilà. Okay. Ce rayon abrite le best-seller des ventes à l'aéroport. You know camembert? Do you know this cheese? This Alors, yes, you have to cut your cheese and you spread it on the bread. 4 millions de fromages sont écoulés chaque année, en particulier auprès de la clientèle asiatique. Yeah. I give you a basket. Au niveau du fromage, la première crainte, c'est que ça sente dans l'avion. Et puis que le fromage passe ou que le produit frais passe et que ce soit plus bon à la consommation en arrivant. Donc en fait, on les rassure justement en leur disant qu'on emballe le fromage, qu'on met de l'aluminium, qu'on peut donner des sacs isothermes, des sacs fraîcheurs. You want to say something else? No? You don't want some wine? French wine? Okay. La voyageuse a terminé ses achats, mais Bérengère n'en a pas encore fini avec elle. La caisse la plus proche est à moins de 5 mètres. Pourtant, elle dirige sa cliente vers la sortie opposée. L'air de rien, elle traverse tout le magasin, en passant négligemment devant les 14 000 références des rayons parfumerie et cosmétiques. Thank you very much, arigato. Have a nice day. Il y avait des caisses beaucoup plus proches. Oui, effectivement, mais en fait, c'est pour le cross-selling, pour la tenter d'acheter, si elle a envie un petit parfum, un petit... C'est comme ça que ça marche sur le S4, en fait. Incité. Avec 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel, les boutiques duty-free vendent autant qu'un grand magasin parisien. 4 de 1. 5 billets de 20. On a eu des belles ventes, donc on est pas mal. Ça devrait aller. À demain. À demain, bon courage. Merci, toi aussi. Alors maintenant, vous prenez quel vol, quelle destination? J'ai vu qu'il y avait Punta Cana, encore je vais partir à Punta Cana au soleil. Ça va être pas mal pour la fin de la journée. Au revoir. En moyenne, les passagers attendent 2h15 avant d'embarquer à bord de leur avion. Certains investisseurs ont flairé le bon filon. Au milieu des boutiques de luxe, ils proposent désormais de nouveaux services. Un bon massage? Parfois surprenants. Ces baskets-là, la meuf en rose là-bas, tout le monde les a. Un spa relaxation au cœur d'un aéroport. Massage, pédicure, aromathérapie. Comptez entre 10 minutes et 1 heure de soins. C'est pas un tue-temps.
C'est justement des choses que j'ai pas forcément le temps de faire. Donc là, du coup, je me dis, oh, c'est l'occasion. Ouais. Donc c'est un vrai plaisir. Et vous partez où? En Chine. Ça donne envie de voyager. Bah oui, j'imagine. Surtout quand il y a des belles destinations. À l'heure du déjeuner, les bars et restaurants se remplissent progressivement. De la sandwicherie-brasserie à la table gastronomique, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Mais le plus grand restaurant de Roissy se trouve à quelques kilomètres de là, dans la zone de Fretz. Cette immense cuisine prépare 10 à 12 000 repas par jour. Dans quelques heures, ces plats en kit seront consommés en plein ciel. Actuellement, nous sommes en train de préparer un poulet qui va partir sur Singapore Airlines. Un poulet indien. Des passagers ont commandé des plats indiens à bord du vol. Et donc ce plat est en train d'être fabriqué. Il va subir un refroidissement, puis être dressé cet après-midi pour le vol de demain matin. Pour cuisiner, Thierry prend en compte une contrainte particulière. Ces menus seront dégustés à 10 000 mètres d'altitude. À cause de la pression à bord des avions, quand on est en altitude, les papilles ont tendance à sécher. Donc il faut déjà, c'est pour ça aussi que l'on sert régulièrement à boire aux passagers, mais aussi c'est pour ça que nous, dans l'assaisonnement, nous avons des assaisonnements un peu plus poussés que vous pourriez les rencontrer à terre. Pourquoi? Qu'est-ce qui change à l'altitude? La perception du goût, le passager trouve les choses plus fades. Pour limiter les embarras gastriques dans l'atmosphère confinée d'un avion, les aliments crus sont déconseillés. Haricots et flageolets seraient proscrits. Thierry a quand même le choix parmi 5300 recettes. Ici, les plateaux de la classe économique. Ça, c'est ce que l'on appelle les forfaits à bord de l'avion. Un plateau pour tendre nombre de passagers. Après, vous avez la haute couture. Ici, ça représente 84 passagers en classe affaires. Et pourtant, chaque assiette va être traitée comme une assiette le serait dans un grand restaurant. C'est-à-dire avec une très grande minutie. Au menu Singapore Airlines, vous aurez une terrine aux 2 foie gras. Un bœuf aux morilles façon Georges Blanc pour les classes avant. Les passagers en classe affaires ont droit à une assiette en porcelaine. Les classes éco se contentent d'une barquette réchauffée. Pour éviter tout risque de contamination, la chaîne de fabrication a des allures de bloc opératoire. Avant d'être embarqués, les plateaux sont stockés à 3 degrés dans des chariots frigorifiques. Par sûreté, chaque trolley est plombé pour éviter toute introduction d'objets illicites à bord de l'avion. « 10 heures. Les plateaux pour Singapour prennent la direction de l'A380. À bord, Philippe, le chef d'escale, supervise l'arrivée des chariots. Pour lui, le compte à rebours se poursuit. L'avion doit partir dans moins d'1 heure. Voilà, merci mon moyen. Une fois à bord, les scellés peuvent être retirés. On va bientôt commencer l'embarquement. T'en as encore pour longtemps, non? C'est bon. Ok. La tension monte, ça se sent. Hein. Comment ça se fait, ça c'est... Eh bien, pour le départ, nous avons le droit à 3 minutes de retard. À partir de 4 minutes, il faut justifier, s'expliquer. « 45 minutes avant le décollage, chacun des 23 membres de l'équipage rejoint son poste. Sorry, Captain, if you want to proceed. Thank you very much. Le commandant vient d'arriver. Dorénavant, c'est lui le patron. S'il vous plaît, on va quitter la cabine. Merci. C'est bon? Il faut libérer l'espace pour accueillir les premiers passagers. Et alors, c'est prêt? Oui, je pense que c'est bon. Je vais demander au chef de cabine. Is it okay for boarding? Yes, yes. Okay, okay. Let's go. Dernier challenge pour Philippe et l'équipe au sol, l'embarquement des 408 voyageurs en moins de 30 minutes.
Encore une soixantaine de passagers embarqués. Et nous sommes à 18 minutes de l'heure de départ. Ça devrait aller, mais on va voir, on va surveiller. Singapore Airlines, ma'am? Ok. Singapore Airlines? À tout à l'heure. Pour décoller à l'heure, l'appareil doit avoir tous ses passagers à bord. Faut aller les chercher un par un. C'est les derniers au fait qu'on est en train de chercher. C'est-à-dire qu'actuellement il nous manque une vingtaine de passagers. Donc pour aller plus vite, on dispatche, on oriente les passagers. Parmi les retardataires, les deux jeunes qui ont profité des tout derniers instants avec leur famille. Merci. Merci. Au revoir, bon voyage. Merci. Merci, au revoir. Vos passeports, s'il vous Ouais. plaît. « 10h45. La tour de contrôle autorise l'A380 à quitter la porte d'embarquement. Voilà, une fois que l'avion va commencer à repousser, on va pouvoir respirer, se détendre un peu. Pour faire reculer cette énorme machine, entre alors en scène le repousseur. Ce véhicule de 500 chevaux pèse 70 tonnes, plus qu'un Charles Leclerc. Une fois les moteurs en route, l'avion est autonome. Singapour. À 80 mètres de hauteur, Aurore dirige le géant des airs. Singapore 333, squawk 0665, UTSAT is at 25. Contact 121-775 for startup and pushback. To confirm you don't need to the ice. Piste 27 droite. Au seuil de piste, c'est l'embouteillage. 83, vous laissez passer le 340 de la gauche. Et l'A380, comme les autres, Et doit également, attendre son tour. vous laissez passer le 340 de la gauche. Une bonne régulation, c'est une régulation où tous les espacements réglementaires sont respectés et où en même temps on arrive à écouler le plus de trafic possible. La France 514, votre demande de dégivrage a été transmise. À Roissy, un avion atterrit ou décolle toutes les 90 secondes. Pour Aurore, la tension est permanente. Quand un avion décolle, il faut être sûr que la piste est libre d'avion ou de tout véhicule. Et quand il atterrit, la même chose. La particularité à Roissy, c'est qu'on a une piste à l'arrivée et une piste au départ qui n'est pas la même. Donc un danger supplémentaire, quand les arrivées doivent traverser la piste de départ, il faut arrêter les décollages. La France 6719, traverser la piste 27 gauche par kilo 3 après la traversée de Gaulle-Sol, 121 775. Au revoir. Pour éviter les collisions, Aurore doit constamment maintenir une distance de sécurité entre les appareils. Les radars l'informent en temps réel de la position des avions dans un rayon de 6 km. Air France Papa Québec, traverser la piste 27 gauche. Et les avions en bleu, ce sont les départs. Les outils que nous avons nous ont permis de diminuer nos espacements entre avions. Les radars sont plus précis. Avant, c'était le double. Il fallait entre deux aéronefs. Donc, c'est pas qu'on perdait de la place, mais la piste était disponible. Mais on ne pouvait pas serrer plus les avions parce que les radars ne nous permettaient pas de descendre à ce minimum de séparation. Singapore 333, clear takeoff 27 left, surface wind 290 degrees 3 knots. « 11h06. Aurore autorise l'A380 à décoller. Il s'envole pour Singapour avec finalement 6 minutes de retard dû au trafic aérien. En période de pointe, un contrôleur peut gérer jusqu'à 60 avions par heure. Une vigilance de chaque instant qui impose un repos obligatoire toutes les 3 heures. Quand Singapour est parti, là il y avait beaucoup de demandes de mise en route, donc c'est presque physiquement, on est très investi.
Après, en même temps, on est quand même aussi très entraînés. Mais c'est vrai que toutes les 2 à 3 heures, il y a vraiment besoin d'une pause, vraiment besoin d'un arrêt. L'avantage qu'on a dans une tour, c'est beau, enfin beau. On n'a pas une montagne ou la mer à côté, mais c'est beau de voir le balai des avions, c'est assez sympa. À Roissy, 1400 avions décollent et atterrissent chaque jour. Gérard est un des observateurs privilégiés de ce spectacle. Dans le jargon de l'aéroport, il est un effaroucheur. Il veille à éloigner les oiseaux des zones de décollage et d'atterrissage. C'est là où il met toute la puissance pour démarrer. Donc il y a toute la puissance et ça peut aspirer donc, au maximum les oiseaux. Au-delà de 2 à 3 kilos, les oiseaux représentent un vrai danger pour les avions. Souvenez-vous, en 2009 aux États-Unis. 2 minutes après son décollage de l'aéroport de New York, un Airbus A320 percute des oies. Sous le choc, les 2 réacteurs s'arrêtent. Le commandant réussit un amérissage d'urgence sur la rivière Hudson. Miracle, aucune victime parmi les 150 passagers. Pour éviter ce type d'accident, l'aéroport de Roissy est doté de moyens de lutte contre le péril animalier. On est tout près de la piste, on est à 80... On a une centaine de mètres de l'axe de la piste. Gérard est un ancien chasseur. Depuis 15 ans, il sillonne les abords des pistes à la recherche d'animaux nuisibles. Alors là, je vois un vol d'oiseaux là au-dessus des peupliers. Attendez, je vais m'arrêter parce qu'il y a un vol d'oiseaux là sur la droite. Son arme, un pistolet d'alarme pour effrayer les oiseaux. C'est un revolver de défense, donc il n'a aucun danger pour l'homme. C'est en carton avec de la poudre à l'intérieur, un peu similaire au pétard qu'on rencontre lors des fêtes. Et si ça ne suffit pas, il y a le modèle supérieur. On peut éliminer un renard facilement à une portée de 60 mètres. Tout est fait pour rendre l'aéroport totalement inhospitalier pour les animaux. Vous voyez, là, on a les champs, ça peut être des zones attractives pour les oiseaux. Quand il y a du maïs, du blé, des choses comme ça. Et s'il y a besoin, on peut intervenir auprès des agriculteurs pour leur demander de changer de type de culture. Faire peut-être des betteraves ou des pommes de terre au lieu de céréales qui attirent les oiseaux. Chaque année en France, environ 150 collisions entre un avion et un oiseau sont considérées comme sérieuses. Vent, 350 degrés, 18 nœuds. Là, ça se couvre et on risque d'avoir des oiseaux style goéland et mouette. Parce que bon, ils aiment bien la pluie et on rencontre beaucoup de rapaces. C'est l'heure où ils commencent à chasser. Il y a pas mal de musaraignes, de petits mulots. Et de fait, un faucon cresserelle apparaît dans le ciel. Là, il faut que je le vire. Il est en train de chasser sur la piste. Un avion est déjà en approche. Il y a urgence. Là, ça y est, le risque est écarté. Voilà, ça s'est bien passé. J'ai pu tirer à peu près 1000 mètres devant l'avion. Donc le pilote n'est pas inquiet. Et l'oiseau est parti au bon moment. Ouais. Pour faciliter le travail de Gérard, une centaine de haut-parleurs radiocommandés sont disposés le long des pistes. Ils diffusent des sons de détresse enregistrés
que les faroucheurs déclenchent à distance. Le son de détresse du cormoran. Oui. Le vanneau. Son de détresse de la mouette. Sur le bord de la mer. Pour Gérard, la journée de surveillance se termine. Pour regagner sa base, il doit traverser les pistes. Il faut que je sois hyper vigilant. Un moment critique. Sur le tarmac, la priorité est aux avions. Au moment de franchir la piste, une alarme retentit automatiquement. Là, je suis prêt de rentrer à 10 mètres près dans une zone prohibée où on perturbe tous les champs électriques des avions. Vous voyez là, on est dans une zone particulièrement sensible. Il y a un avion qui arrive derrière nous. Et on évolue sur les taxiways où circulent les avions au sol. Tout véhicule circulant sur les pistes est géolocalisé en temps réel. Donc là, nous sommes ici, là, le petit point jaune au bout de mon doigt. Là, par exemple, vous avez une petite cellule, ça veut dire qu'il y a un avion qui est en finale pour atterrir. Et la tour de contrôle, là, elle me suit sur l'écran. Ils savent au centimètre près où je suis. Pour nous, c'était une révolution au niveau sécurité. La moindre erreur dans les distances de sécurité peut tourner à la catastrophe. On sent le souffle. 300 tonnes de poids d'un avion. Vous imaginez la puissance qui sort derrière les réacteurs. Maximum 180 mètres derrière un avion. Si vous êtes à 100 mètres derrière un réacteur, vous pourrez faire plusieurs tonneaux derrière l'avion. Donc, prudence. En fin de journée, la météo offre un moment de répit. Là, on a un temps magnifique, on voit les avions, là, c'est quelque chose que j'adore. On est dans un environnement exceptionnel. Pour quelques heures, Roissy se laisse bercer vers un sommeil relatif. À partir de minuit, un couvre-feu est instauré. Seuls les cargos de fret sont autorisés à voler. À 5 heures du matin, l'aéroport sort progressivement de sa léthargie. Aujourd'hui, c'est jour de grand départ en vacances. 200 000 voyageurs sont attendus. Une telle affluence est un véritable défi pour le personnel de l'aéroport, qui doit canaliser le flot des vacanciers. Passeport européen sur votre gauche, s'il vous plaît, messieurs, dames, merci. Bonjour. Les passagers l'ignorent, mais leurs déplacements sont étroitement surveillés. Et le moindre incident est détecté par ce centre de contrôle. Vous avez un problème? Si vous avez un problème, on reste en contact. Bonjour, vous avez actionné l'alarme. Avez-vous un problème dans l'ascenseur, s'il vous plaît? Donc sur le 2E, j'ai le monte-charge TN 210 qui est bloqué avec une personne à l'intérieur. Au poste de commandement intégré, on est sur le pied de guerre. Ok, je te remercie. Nathalie est chef d'exploitation. Elle vient de repérer un ralentissement anormal au poste frontière. On va surveiller que ça ne s'aggrave pas et que ça reste dans des conditions acceptables et que l'attente ne soit pas trop longue quand même. Alors on va vérifier le nombre de fonctionnaires de police, comme ça on sera sûr qu'on est bien en tout cas pour l'instant. Les voyageurs piétinent, Nathalie doit intervenir.
Bonjour. 10, 11. En fait, je les compte. Je compte combien de fonctionnaires. Donc ils sont 9. J'espère qu'on va encore monter au moins jusqu'à 12, puisque donc là, la file d'attente, quand même, s'agrandit. Nathalie est responsable de la fluidité de la circulation dans l'aérogare. Il y va du confort du voyageur, mais pas seulement. Des contrôles qui traînent, des files d'attente qui s'allongent, c'est en bout de chaîne le risque d'un avion qui décolle en retard ou sans ses passagers. C'est long. Et puis après, il y a l'autre, il y a encore un contrôle. Donc ça peut s'additionner et faire beaucoup. Ouais. Je pense qu'il y en a qui loupent leur avion comme ça. Pour vérifier le débit des voyageurs au contrôle des passeports, Nathalie a une petite astuce, toute simple. Je repère un passager qui est un petit peu plus visible que les autres, soit il est grand, soit il a un chapeau, soit il est habillé en orange. Enfin bon, quelque chose de caractéristique. La personne, c'est la dame avec en rose. Avec mon portable, donc je vais chronométrer combien de temps elle met pour passer le contrôle transfrontière. Donc il est 9h18 à mon portable, donc ça fait presque 20 minutes d'attente, donc on considère que c'est une saturation. Visiblement, le nombre de postes de contrôle ouverts est insuffisant. Nathalie demande de l'aide auprès des responsables de la police de l'air et des frontières. On va voir si on peut faire mieux. Véro, c'est Nathalie. Dis-moi, est-ce que tu peux m'avoir du renfort ? Parce qu'on a réussi à avoir 20 minutes et ça s'est aggravé, je pense. Et on a 10 départs, ça aurait été bien d'en avoir au moins 2 de plus. À tout à l'heure. Ok, bye. Il faut faire vite. Les vacanciers arrivent toujours plus nombreux. Au même moment, de l'autre côté des pistes, ceux que l'on surnomme les seigneurs de Roissy se préparent. La Cité Air France accueille 3500 commandants de bord, ainsi que les copilotes, hôtesses et stewards de la compagnie. C'est dans cette petite ville que les personnels navigants assurent la préparation des vols. Pour Stéphane, c'est un grand jour. À 39 ans, après 1 an de formation, ce copilote va effectuer son tout premier vol en tant que commandant de bord. Sa première destination est en Espagne, à Barcelone. Salut Stéphane, tu vas bien? Ça va. Bon bah si, toi j'étais là un peu en avance. 2 heures avant le décollage, il retrouve Julien, son copilote du jour. J'ai commencé à étudier, j'ai récupéré le dossier. Objectif, anticiper les imprévus. Pardon. Dans ces box réservés au personnel navigant, c'est toujours le même rituel. Pilote et copilote vérifient leur plan de vol. On part de Roissy. La route n'est pas très complexe pour aller à Barcelone, donc c'est une grande ligne droite plein sud. Ici, on a un front qui arrive, qui est actuellement en train de passer la Bretagne. On a ici des courants de jet, donc on est hors de fort vent ou même d'épisodes de turbulence. Donc ça devrait être un vol relativement calme, une belle journée de début d'hiver. Stéphane ajuste la quantité de carburant. Par sécurité, les 2 membres de l'équipage doivent s'accorder sur les chiffres. Ça nous fait 6,500, ça fait 6 tonnes 100. Moi j'avais 6 tonnes 2. Alors 6 tonnes 2 vendues. Un des secrets de ce métier, c'est toujours avoir toujours un coup d'avance, donc toujours se préparer au pire, même s'il arrive que très exceptionnellement. Donc si jamais on ne pouvait pas se poser à Barcelone, la quantité de carburant couvre une remise de gaz, plus encore une réserve additionnelle qui est minimum une demi-heure pour pouvoir attendre éventuellement à l'aéroport de dégagement. À partir de longtemps, c'est tic-tac, tic-tac, donc il y a une sorte de compte à rebours là, qui s'enclenche dès maintenant. Pour rejoindre les pistes, la Cité Air France a conçu un parcours parallèle à celui qu'empruntent les passagers de l'aéroport.
Et être pilote ne dispense pas des contrôles de sécurité. Merci, bonne journée. Même nous, on y a droit, oui. Depuis une douzaine d'années, on est soigné, oui. Toutes les personnes ayant accès à un avion doivent être fouillées. Dans votre mallette, du coup, vous amenez quoi, vous, comme arme pour le vol? Beaucoup de documentation, c'est mon arme principale pour le vol. Des manuels d'exploitation de l'avion, le gilet jaune qui permet de faire le tour de l'avion, et puis un petit ordinateur qui regroupe toute la documentation de vol. Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Oui, la forme. Il n'y a pas de particularité? Pas de particularité. Voilà. Il est arrivé il y a 5 minutes, 10 minutes? Un petit quart d'heure, ouais. Ok, bon, génial. Merci. Avec une pointe de fierté, Stéphane pour la première fois s'installe en place gauche, celle du commandant. 8 tonnes par excès. On utilisera les feuilles pour rouler G4 et G2. D2 pour le départ en 08 gauche, Eric Sud de hôtel. Tu vas vérifier les insertions. Moi je suis un petit peu chef d'orchestre, je ne sais pas charger les bagages, je ne sais pas faire le plein, mais par contre c'est moi qui donne les top départ, ou s'il y a un problème, c'est vers moi qu'on va se retourner pour savoir ce qu'on fait. Effectivement c'est moi qui l'autorise. Voilà. Stéphane a la responsabilité de mener à bon port et en toute sécurité quelques 200 passagers. Pendant ce temps, Madame avec le bébé, à l'intérieur du terminal, Nathalie ferraille toujours contre sa file d'attente. C'est vraiment assez pour le bébé? Si, para le bébé. Nana. Con él? Elle doit permettre aux vacanciers d'accéder aux portes d'embarquement dans les meilleures conditions. Je vais faire patienter ici, esperar aquí, hein, y dentro de una segunda va a pasar. Hein? Nathalie Marquez, bonjour. Oui. Ah, ben ça c'est mieux. Si, por favor, si puede ir. Bonne nouvelle, la police de l'air et des frontières envoie des renforts. On est passé à 14 fonctionnaires. On était parti à 9, on est maintenant à 14 suite aux demandes de renfort, donc ça va aller plus vite maintenant. On va descendre sûrement à 10 minutes d'attente bientôt. Qui reste acceptable les 10 minutes. En ouvrant 5 postes de contrôle supplémentaires, la file d'attente se réduit rapidement. Les prochains vols pourront tous décoller à l'heure. À bord, Stéphane peut accueillir les voyageurs par un geste symbolique pour un nouveau commandant. 5 minutes. Moi, je vais faire ma petite annonce aux passagers. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis le commandant de bord. Je suis très heureux de vous accueillir à bord de cet Airbus 320 à destination de Barcelone. Nous sommes quasiment prêts au départ. Je vous souhaite un très bon vol, merci. Armement des toboggans. Vérification de la porte opposée. Ouais, donc à partir de maintenant, donc le vol commence, puisque l'avion va commencer réellement. Donc les communications seront limitées aux communications opérationnelles, donc entre le copilote et moi. Je te remercie. Le démarrage du 2 est terminé, le frein de parc est relâché et on peut repousser face à l'ouest. 76, bonjour, Air Normand 70 qui rentre dans Papa 2, vous allez faire Echo 15 Tango. 38 Echo, bonjour, vers le 320 qui s'aligne devant vous, de Tango 4, alignez-vous piste 08 gauche et attendez derrière. Bonjour, Madame 320. On runway 08 left. Confirmé. Air France 1948, vent 130 degrés, 9 piste 08 gauche pour léger décollage. Take off. La courte durée du trajet, à peine 1h30, ne laisse que peu de répit à Stéphane. Les contacts radio s'enchaînent. Il faut assurer la navigation, configurer le pilotage automatique et déjà préparer l'approche sur Barcelone.
Ce que je propose, c'est de bien surveiller les altitudes minimales de secteur et les altitudes minimales de la fiche d'arrivée. J'ai le briefing terminé. Déjà, l'Airbus A320 survole la frontière pyrénéenne. En entamant sa descente sur Barcelone, Stéphane redouble d'attention. Une masse nuageuse recouvre la ville. Elle peut créer des turbulences susceptibles de compliquer l'atterrissage. Coup de chance, sous les nuages, la visibilité est parfaite. Retard. Spoiler, ça. Une heure 40 après son décollage de Roissy, le tout nouveau commandant de bord termine son vol. Ça s'est pas mal passé, qu'est-ce que t'en penses, Julien? Je pense que c'est très bien passé. Les éléments étaient avec nous, il a fait beau au départ comme à l'arrivée. L'avion a très bien marché, donc voilà. La chance pour ce premier vol. Qu'est-ce qu'il nous fait? 1h34, 1h18. Voilà. En France, la machine Roissy est grippée. Taxi à l'arrêt, circulation bloquée. En cause, une valise abandonnée sur le trottoir. Peut-être un colis piégé. Par précaution, un périmètre de sécurité est établi. L'accès au terminal est totalement fermé. Pour Nathalie, la responsable d'exploitation, c'est une nouvelle urgence à gérer. J'ai une file d'attente qui s'allonge non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur aussi. Et les agents aux arrivées du 2E, il y en a beaucoup, elles sont deux. Des centaines de passagers sont déjà bloqués au niveau des départs. Les enregistrements, ils sont un peu autorisés. Là-bas, oui, mais c'est bloqué de toute façon. Impossible de rejoindre les comptoirs d'enregistrement, avec le risque de rater son vol. Pour des raisons de sécurité, la personne ayant oublié un bagage est invitée à le récupérer immédiatement. Terminal 2F, niveau départ. Je ne sais pas si le pilote va nous attendre. Ça vous inquiète pour votre avion? Monsieur, vous allez où, monsieur? Alors, mais si vous allez le 2, vous passez, c'est en bas, vous passez de l'autre côté. En dessous, pas à l'extérieur, monsieur, juste en dessous. Et en fait, il n'a pas vu, il ne s'est pas rendu compte, il est dans son idée, et puis lui, il est pressé, il veut aller de l'autre côté, et voilà. Très bien, merci. Il s'est dit, les gens attendent, il ne sait pas trop pourquoi, mais... Ah, les démineurs sont sur place, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, ça devrait... Par sécurité, Nathalie intervient. Pour agrandir le périmètre. Mesdames, messieurs, je vais vous demander de reculer jusqu'à la sortie numéro 5. S'il vous plaît, messieurs, dames, reculez un petit peu pour agrandir le périmètre de sécurité. A little bit backwards, please, towards gate number 6. Dehors, sur le trottoir, les démineurs passent à l'action. La valise suspecte doit être détruite. Ah, ça y est, on va réouvrir la zone, donc on va se mettre de côté parce que sinon les passagers vont tous... Allez-y, messieurs, dames, vous pouvez y aller. Encore une fois, c'était une fausse alerte. Ça a quand même perturbé toute l'exploitation pendant presque 2 heures. Et des passagers vont rater leur vol, ça va coûter cher à Air France. Et tout ça pour une erreur ou un oubli ou voilà, un moment d'inattention. Donc ça coûte cher le moment d'inattention. « 150 000 personnes patientent quotidiennement dans l'une des aérogares de Roissy. À chacun son activité pour passer le temps. Au moment d'embarquer, certains oublient une partie de leurs affaires personnelles. Près de 600 objets égarés,
sont retrouvés quotidiennement. Service des objets trouvés, le dernier recours pour les étourdis. Montrez-moi la photo là. Oui, c'est juste une pièce d'une poussette. De poussette, oui. voilà. Un repose-pied pour les pieds ou pour... Non, pas pour les pieds, c'est juste une pièce... Pour là. Oui, pour là. Je pense que j'ai que des poussettes et pas de pièces détachées, mais je vais quand même regarder. Ça vous dit quelque chose, Naïman, Sarah, une pièce, tu sais, de poussette, juste métallique ou noire, parce que des fois on a les caches de pluie. Dans ce petit local, Christine et ses collègues répertorient et stockent des centaines de produits égarés. Alors début janvier, avec les poussettes, là les vêtements, comme vous voyez, on est en pleine saison d'hiver, hein, c'est les doudounes. Là, vous voyez, un appareil respiratoire, un sac à main. Là, on a 5-6 kilos de clés par mois. Des petits sacs d'enfants. Les casques, les gens arrivent avec leurs casques, ils arrivent en moto, ils nous oublient les casques. Un joyeux capharnaüm où s'entassent pêle-mêle des objets parfois surprenants. C'est une hélice, hein, c'est quand même... Regardez un peu. Les menottes... Mais dans l'inventaire, aucune trace d'un arceau de poussette. Mais j'ai que des poussettes entières. Moi. Certaines compagnies maintenant demandent un prix assez exubérant pour charger les poussettes. Non. Alors les gens les abandonnent, certaines fois les personnes, mais bon, globalement, elles sont récupérées au niveau des parkings. Les gens, au moment où ils prennent les valises, prennent le bébé, et puis ils nous laissent la poussette. Ils perdent pas encore leur bébé? Ah non, ça ne nous est jamais arrivé. J'ai un monsieur qui avait perdu sa femme, mais bon. Non, malheureusement, je n'ai pas. Tutto viene qui. Non c'è niente. Là. Ok, va bene. Merci beaucoup. Niente, non abbiamo visto. Ok. Vous parlez toute une langue? Ah non. Anglais, allemand, italien, c'est un minimum. Et puis je comprends un peu l'espagnol. Voilà. C'est indispensable à Roissy? Oui. Chaque jour, des voyageurs des quatre coins du monde envoient la description d'un bien perdu à Roissy. Les objets retrouvés pourront être réexpédiés à leurs frais. Après 15 jours, les biens sont envoyés à la préfecture de police de Paris. Les articles de grande valeur ont droit à un traitement spécial dans une armoire blindée. Alors voilà les derniers ordinateurs. On a vu un passager sur 5, 2 passagers sur 5. Maintenant, c'est 4 passagers sur 5 qui a une tablette ou un livre électronique ou un ordinateur. J'ai pas de rivers de diamants. Le plus que j'ai restitué ici, c'est 16 000 €. On avait dans un sac à main une personne qui est... Voilà. Ici, riche ou moins riche, un étourdi reste un étourdi. On a déjà récupéré des objets appartenant à des personnes célèbres. On a eu le sac à dos de Christophe Lambert, on a eu la carte bleue du frère de PPDA, le costume d'Ève Ruggieri, le sac de David Guetta avec sa guitare. Oui, bien sûr, c'est des passagers qui passent comme d'autres passagers et qui sont certaines fois aussi tête en l'air, prises par le stress. 35 000 objets sont perdus chaque année à Roissy. Un quart seulement est restitué à son propriétaire. Aux arrivées, l'un des premiers visages que les voyageurs vont croiser aujourd'hui est celui de Gaël. Merci. Vous parlez français, messieurs, dames? Vous parlez français? Depuis 5 ans, ce policier de l'air et des frontières contrôle tous les passagers non européens entrant sur le territoire français. Je vérifie l'identité de l'individu, ainsi que toutes les sécurités du passeport. Je vérifie s'il est authentique ou pas. La photo, la qualité du papier, l'écriture, les filigranes. On a une base de données qui est nationale et aussi internationale via Interpol. Et ça nous dit si la personne est recherchée, tout simplement, je le sais sur mon écran. Pour se faire une opinion, Gaël pose quelques questions en apparence anodines. Shanice, how long you stay in France? The 22nd, so 10 days. Okay. And you sleep in hotel? You sleep in hotel? No. No? Cognac. Where? Cognac. Cognac? Yeah.
It's you with friend? I have a friend, yeah. Okay. You have the official paper? Here's the address. Yes, can I see? Yeah. Ok. Donc voilà, la personne me montre bien qu'elle va à un certain lycée à telle adresse. Donc ça confirme ce qu'elle me dit et il y a une preuve à l'appui, donc il n'y a aucun souci. Thank you very much. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Le policier n'a que quelques secondes pour effectuer le contrôle. You speak French? No? You are businessman or it's for holidays? You stay in Paris? Vous restez à Paris? À Paris. Bonne journée. Au revoir. Mais l'air de rien, il s'attarde sur certains profils de passagers, ou plutôt de passagères. It's for holidays? Holidays. Okay. And shopping? No? Pardon? Shopping? Oh, and shopping. Okay. And that's it. Thank you very much. Have a nice day. And you stay in Paris? Okay. Okay, Lauren, it's okay for you. It's for me. Have a nice day. Bye bye. Vous appelez tous les passagers par leur prénom? Non, non, c'est pour essayer de créer un petit lien avec le passager. Après, il va rentrer chez lui, il va dire ouais, la police française, ils étaient super sympas. Je suis tombé sur un policier qui était super drôle. Enfin, j'essaye vraiment de donner une bonne image de la police. Mais elle était jolie quand même. Elle était jolie, ouais. Bah là, par exemple, vous ne pourriez poser pas de questions. J'aurais parlé avec monsieur sans problème et je l'aurais appelé par son prénom. Et pourtant... Bonne journée, monsieur. Au revoir. Alors, comment il s'appelle? Ryan. Pour accélérer le trafic aux postes frontières, Roissy s'est doté de nouveaux dispositifs de contrôle, appelés PARAF, pour passage automatisé rapide des frontières extérieures. Allez-y, madame. Donc, introduisez votre passeport. Un lecteur optique scanne les données biométriques inscrites dans le passeport. Donc là, le passeport est en train d'être lu par le lecteur. Vous pouvez retirer votre passeport et donc apposer une des 8 empreintes sur le capteur. Veuillez placer sur le capteur un des doigts clignotants en vert à l'écran. Si l'identité du passager correspond à ses empreintes digitales, le sas s'ouvre. Les empreintes digitales sont bien rattachées à un état civil, à une personne. Donc on ne peut même pas tenter la fraude de passer dans un sas avec le passeport d'un autre. Le voyageur peut ainsi passer les frontières de manière autonome, ou presque. La lumière en dessous. En dessous. Sur le capteur. Le doigt sur le capteur, pas sur l'écran. Donc voilà, la personne apparemment n'a pas pu s'authentifier. Appuyez bien. Elle a pris un peu trop de temps pour mettre son empreinte. Donc le fonctionnaire de police a dû lui ouvrir la porte. À Roissy, ce système est pour l'instant réservé aux ressortissants de l'Union européenne. Mais il se généralise dans tous les grands aéroports internationaux. J'espère que je ne vais pas rester coincé dans la boîte. Fini les longues files d'attente aux postes frontières. En moyenne, 20 secondes sont nécessaires pour traverser le portique. Mais dans le futur, ce délai pourrait être encore réduit. 4 capteurs vérifieront en temps réel et en 3 dimensions le visage du passager. L'aéroport de demain sera-t-il toujours plus automatisé? Dans sa guérite, Gaël, lui, est plutôt perplexe. Ça me fait peur. Regardez le métier de pompiste, tout ça, il y a beaucoup de métiers qui n'existent plus. Caissière, tout ça, on est tous soumis à l'automatisation. Et j'avoue que ça me fait peur. Ouais. Le passager, il passe dans une machine et voilà, terminé. Qu'est-ce qu'il va retenir de ce contrôle? Rien du tout, quoi. On fait notre rôle de garde frontière et on continue de surveiller la frontière. Merci, bonne journée. À l'avenir, Gaël pourrait bien ne plus croiser de passagers. Il est 23 h. Le dernier vol de la journée vient de se poser.
La nuit, Roissy ne dort jamais vraiment. Ce soir, le tarmac est pris d'assaut par une armée de l'ombre. 150 véhicules sont mobilisés à quelques jours du début de l'hiver. À la tête de cet étrange convoi, Gilles est aux aguets. C'est à ce moment-là qu'on rentre sur la piste. C'est là qu'on commence à avoir un peu peur. On fait confiance à la tour de contrôle et au contrôleur aérien. Hein. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait un avion en perdition qui se pose sur nous. Là. Ça ferait du dégât. Hein. Ça va être notre temps là-dedans, pour commencer à vous positionner pour couvrir les étraves. Gilles déploie une lame de 8 mètres. Une tempête de neige est annoncée dans les prochains jours. Les chasse-neige, balayeuses soufflantes et autres engins de déverglaçage sont réquisitionnés pour simuler le déneigement des pistes. On ne peut pas mettre de sel sur les pistes puisque les avions, c'est de l'aluminium, ils souffriraient de la corrosion. Donc on balaye la neige et on a une grosse soufflerie à l'arrière qui envoie le reste de la neige sur les bas-côtés. Au premier flocon, le convoi devra dégager les 4 km de piste en moins de 30 minutes. Un défi pour Gilles et ses collègues. On arrive en bout. Donc là, il ne faut pas aller trop loin parce que sinon, on va dans les feux. Là. La plupart des conducteurs sont des volontaires. Habituellement, ils sont électriciens, magasiniers ou pompiers à l'aéroport. C'est une satisfaction quand même de dire grâce à moi quand même les avions peuvent atterrir. La nuit ça change complètement. On a l'impression d'être au bout du monde. C'est magique. Ah ouais là c'est le pied. Hein. On se prendrait presque pour un avion. Hein. Tout doit être prêt pour les premiers épisodes neigeux. L'exercice va se poursuivre jusqu'au petit matin. Cela fait maintenant 50 minutes que le vol AF 1044 a quitté Roissy en direction de la ville du Cap, en Afrique du Sud. Would you like some coffee, sir? Non? Est-ce un café, monsieur? Non? Café, monsieur? Aurélien et Anne achèvent le service en classe économique. C'est terminé? Is that finished? Thank you. Merci. Un balai tout en symétrie qui traduit une proximité certaine. Et pour cause. En l'air comme au sol, ils sont en couple. En général, on travaille chacun d'un côté. Un devant et l'autre derrière, comme ça on s'engueule pas. Est-ce que tu dis comme ça, on a que les bons côtés? Non, je dis on travaille chacun d'un côté, un devant, derrière, comme ça on s'engueule pas. C'est vrai. Moi, quand on est en escale, on est content de se retrouver. Profiter. Le couple navigant est sous la surveillance d'une passagère un peu particulière. T'es pas mangé? Bah non, mais j'ai dîné à 19h comme tous les soirs. Donc Christine est la belle-mère d'Anne et donc la maman d'Aurélien. Est-ce qu'on a bien mangé à la maison, hein? Et maman, belle-maman, elle-même ancienne hôtesse de l'air, n'hésite pas à jeter un œil un peu partout, jusque dans les coulisses de la classe affaires. Parce que je voulais finir ça. Voilà. Car ici, c'est Caroline, sa fille cadette, qui officie. C'est plus sympa de travailler en famille et il y a beaucoup d'entraide, surtout avec mon frère Aurélien. Souvent, il a un côté protecteur avec moi quand on travaille tous les deux. Encore quelques mètres, Christine croise son dernier fils, copilote en congé, et sa compagne. Soit pour résumer, 2 fils, une fille et une maman, seulement qu'elle appelle le chef de famille. Pour le trouver, il faut se rendre dans le cockpit. Je vais faire un engine out
176 le rétablissement et 2,79, c'est parfait. Vincent est aux commandes. Bon, Catel, on va changer. T'es prête? Le commandant a réuni toute sa famille. Un privilège, car il effectue son dernier aller-retour après 37 ans de service. 37 années d'une passion inscrite dans ses gènes. J'avais 3 mois, ma mère me tenait la tête et je regardais le ciel. Et à 3 mois, mon père a dit à ma mère, il regarde le ciel tout le temps, il sera pilote. Et puis j'y suis arrivé et le rêve s'est réalisé. Et le rêve a continué pendant toute la carrière. La carrière du père fait la fierté de toute la famille. Un avantage, comme je sais que c'est un bon pilote, je me sens à l'aise, je me sens bien. Moi, mon père, ça restera toujours le meilleur pilote de ligne d'Air France, même de toutes les compagnies, de tout. Ah oui, non, c'est le meilleur. Au petit matin, l'Afrique du Sud est en vue. Une destination que Vincent a pu exceptionnellement choisir. Regarde la baie là, c'est extraordinaire. Hein. Montaigne là. Ah oui, c'est grandiose. All connect cars, frequency 118.1. Dans quelques jours, Vincent sera forcé de rester au sol, atteint par l'âge de la retraite. Pour le commandant et sa famille, c'est le début de 3 jours de repos avant le vol retour. Vincent compte bien profiter au maximum de sa dernière escale, d'autant qu'à 8000 km de là, du blanc, du vent, du glissant, l'hiver est encore là et bien là ce matin dans le nord de la France. On a relevé jusqu'à 1,50 m de neige. Les compagnies aériennes ont été appelées à réduire de 40% leur trafic. Trafic aérien toujours assez perturbé à cause de cet épisode neigeux, plus important que prévu. La neige qui gagne du terrain. À Roissy, les compagnies aériennes sont en état d'alerte depuis maintenant plusieurs heures. Toute la nuit, les équipes se sont relayées à la cellule de crise d'Air France. Avec 10 cm de neige, les avions décollent ou atterrissent difficilement. Un à un, les plannings de vol sont déréglés. La 3505 qui en approche. Au mieux des retards, au pire des annulations en cascade qui peuvent se propager dans le monde entier. 76 13, 60 47, 60 52. Oui, tout à fait. Et puis t'as le Manchester qui est derrière. Là, ça Un jeu de dominos qu'Isaac supervise avec attention. Ah ouais, absolument. Ok, ça marche. La situation actuelle, une piste fermée avec tout le trafic reporté sur une seule piste au nord, donc forcément ça va encombrer un petit peu les seuils de piste, bon, sachant que tous les avions avant de décoller là, doivent être passés au dégivrage pour pouvoir décoller dans toutes les conditions de sécurité. Les avions sont en l'air, donc il faut bien qu'ils se posent. Sur l'écran de contrôle, les points représentant les avions ne bougent plus vraiment. Seuls des carrés gris se déplacent. Voilà, ça ce sont les trains neige qui sont en train de travailler pour décontaminer la piste, pendant que les avions, eux, sont sur la piste nord qui est praticable pour le moment. La vache, le plafond est méchamment bas. On n'y voit rien du tout, dis donc. À l'extérieur, la bataille contre les éléments météo est effectivement engagée. Sur tous les points stratégiques de l'aéroport, des colonnes de déneigeuses entrent en action. Pour les volontaires réquisitionnés, c'est l'instant de vérité. Peut-être mettre le paquet sur un premier passage en roulant peut-être à... Elle est bloquée, elle est bloquée. Tu auras jusqu'à 8 heures. Ah, est-ce qu'elle me fait la marcher toute la nuit? Pour Christophe, l'opération est plutôt mal engagée. Ouais, un frein 27, la B8, j'ai mon étrave avant qui veut pas bouger. Ok, Grégory, tu peux aller jeter un œil sur la B8, s'il te plaît? La lame de sa déneigeuse est défaillante. Ça y est, c'est reparti. Elle me l'a pas fait de la nuit. Oh là là, la garce. La B8, c'est bon, c'est réglé le problème? On est en train de trouver le problème.
Ah, ça y est, c'est reparti. Nickel. Voilà. C'est le verrouillage? Ah ouais, elle était bloquée avec la neige, elle a pas dû... Ok, d'accord. Ah, la météo, c'est dur même pour les machines, là. Ah bah oui, même pour les machines, c'est dur. Posez tout, mettez tout en route. Balai, soufflerie ou ballon de à droite. Hôtel, tu veux le produit en route. Voilà, là on pose l'étrave, le balai, et derrière il y a une soufflerie. On voit avec celle qui est devant. Direction la piste sud. Des neigeuses, balayeuses et autres souffleuses sont déployées en éventail. On appelle cela un train-neige. Pour limiter l'interruption du trafic aérien, le convoi doit impérativement dégager les 4 km de piste en moins de 30 minutes. Oh bah, ça donne une petite pression supplémentaire. En plus d'être sur la piste, c'est quand même pas donné à tout le monde. C'est un peu un privilège. Je pensais pas qu'un jour je ferais du déneigement sur une piste d'atterrissage. 150 engins sont mobilisés pour libérer les accès et les pistes de Roissy. En attendant, les avions sont envoyés sur les aires de stationnement. Roissy tourne au ralenti. Les compagnies aériennes ont suivi les recommandations de la Direction générale de l'aviation civile. 40% des vols ont été annulés. Dans les aérogares, on est loin de l'agitation habituelle. La majorité des voyageurs ont été prévenus à temps. On a reçu d'abord un email sous le coup des 10 h hier matin, nous informant qu'il était décalé à 12h20 et les informations de cet email ont été confirmées par un SMS qu'on a reçu hier soir vers 20h. En fait, on est venu en voiture, mais on est parti hier et on a pris une chambre à l'hôtel ici à Roissy pour être ce matin tranquille et pouvoir venir à pied à l'aéroport. Seuls quelques téméraires ou passagers en transit patientent ou s'impatientent. Chaque fois, c'est la même chose. C'est la 3e ou 14e fois que je suis ici et que mon vol est annulé. Je ne sais pas pourquoi. C'est une organisation complètement fou. C'est un cas majeur, donc qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, on ne peut pas maîtriser ça. Hein. Pas grand-chose à faire contre ça. Voilà, c'est tout bon. J'ai pu avoir une poussette pour la petite. Il nous manquait des couches, alors pendant tout ce temps-là, le bébé remplissait sa couche. Il a fallu après vite courir à la pharmacie qui est aussi bondée. En fait, il y a beaucoup d'articles qui commencent à manquer. On a dû prendre des couches un peu plus petites pour assurer l'urgence, quoi. Et du coup, voilà, là enfin, on va pouvoir aller se dépanner une petite poussette. On va pouvoir la mettre dedans, hein. Air France, ils nous ont prêté une poussette. C'est sympa, hein. Si elle veut bien dormir, parce que c'est pas facile une journée dans un aéroport. L'attente risque d'être encore longue. La température baisse. À la neige vient désormais s'ajouter du verglas. Les déneigeuses ont beau s'activer, les avions peinent à rejoindre la zone de décollage. Sur la piste, Christophe en est à son 2e passage. Là, le problème, c'est la glace, c'est pas la neige hein, pour l'instant. Le superflu qui est sur la glace, là, un peu de couvreux. Ah, on voit la glace qui se détache, mais c'est vrai que ça va être un peu compliqué. Là. Derrière Christophe, des camions épandeurs sont appelés en renfort pour disperser un produit déverglaçant. Après 1 heure de bataille, mission accomplie, la piste est enfin dégagée. C'est fini. Christophe est relevé de son poste. Il faut rentrer à Reims, donc comme je vais rentrer avec une voiture normale, pas avec un chasse-neige, ça va être moins pratique. L'activité de Roissy-Charles de Gaulle peut enfin reprendre.
« 162 compagnies, 315 villes desservies dans le monde entier. Roissy est une plateforme de correspondance, un lieu de transit, mais aussi une porte d'entrée possible pour les candidats à l'immigration clandestine. Pour les policiers de l'aéroport, Roissy est la dernière frontière de France sous très haute surveillance. Chaque jour, une centaine de vols sont dits à risque migratoire. Aujourd'hui, les hommes de la brigade mobile d'intervention ont ciblé un avion en provenance d'Istanbul en Turquie. Les policiers sont positionnés de part et d'autre de la passerelle de débarquement. Pour détecter les fraudeurs, ils inspectent minutieusement chaque document qui leur est présenté. Pour l'instant, les passeports semblent authentiques. On a des sécurités holographiques, suivant l'exposition, on le met à la lumière. Après, les plages sont filigranées, donc quand on regarde en transparence, on peut voir un petit dessin, en l'occurrence là c'est une petite fleur. Donc c'est une sécurité qui est présente dès l'élaboration du papier en lui-même. À force d'en toucher, à force d'en voir, il y aura une couleur, il y aura un effet, un dessin dessus et qui attirera plus l'œil qu'autre chose en fait. Regardez. Au deuxième point de contrôle, les papiers d'une jeune Nigériane intriguent les policiers. Where are you going to in Italy? Where? Where do you live? Where do you live? Where in Italy? Ouais. Le passeport paraît authentique, mais le policier a un doute sur l'identité de sa propriétaire. En fait, cette personne a une carte de résident italienne. Donc elle est nigériane, elle arrive d'Istanbul. Logiquement, cette personne vit en Italie. J'y demande dans quelle ville en fait elle vit. Elle ne sait pas me répondre. Donc ça pose un petit souci, donc on va voir. S'agit-il d'une usurpation d'identité? Deux autres femmes suscitent les mêmes soupçons, jouer sur une ressemblance physique pour présenter les papiers en règle d'une autre personne. En fait, la personne a des scarifications au niveau des joues. Alors que sur les photos, il n'y en a pas du tout. Ça, c'est des scarifications qui sont faites quasiment quand elles sont jeunes, en fait, c'est tribal. Et là, sur la photo, il n'y a pas du tout. Donc après, pareil, il y a la forme du visage qui est différente. On voit qu'elle a quand même fait la petite mèche de cheveux comme sur la photo, pour ressembler un petit peu, pour cacher un petit peu le visage. Mais voilà. À toi. Pour les policiers, la fraude est manifeste. Les jeunes femmes sont emmenées au commissariat de l'aéroport. Hop, come on. Yes. Elles seront reconduites dans leur pays d'origine. Roissy est le deuxième aéroport européen en termes de fréquentation. C'est aussi une plaque tournante de trafic en tout genre. L'efficacité de Nicolas et son équipe repose sur leur discrétion. Ils appartiennent à la BSERI de Roissy.
Une douane volante sillonnant toutes les zones de l'aéroport. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que les personnes transportent, de quel pays elles arrivent. Et à partir de là, on va avoir un faisceau d'indices et on va les contrôler ces bagages. Donc l'objectif ce matin, c'est discrétion, insertion dans le flux et contrôle. Pour mieux cibler les voyageurs, les douaniers se déploient sur la connexion entre l'aéroport et la gare SNCF. Les douaniers sont à la recherche de produits illicites. Ils ont sorti leur meilleure arme, Caps, un labrador de 8 mois formé à la détection de stupéfiants. En moins d'une seconde, le flair du chien est capable de repérer une trace ancienne de plusieurs semaines. Rapidement, le chien marque un intérêt pour un sac. Face à la réaction du chien, ce jeune homme en partance pour la Thaïlande avoue avoir un joint. Un élément suffisant pour le conduire au poste. Vous avez votre billet d'avion, monsieur? Oui. La crème solaire. Voilà, voilà. Qui prouve bien quand même que vous partez en Thaïlande. Sinon, c'est pas crédible. Dans les bagages, aucune autre substance illégale. Ok, c'est tout bon, monsieur. Merci. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Sachant que c'est avec les erreurs qu'on apprend de toute façon. Voilà. Là, c'est pas la prison qui vient. Mais sachez que c'est la prison. Okay. Pour cette fois, le jeune homme s'en tire bien. Allez-y. Bon, le monsieur a avoué qu'il avait consommé des produits stupéfiants. Bon, pour cette fois, on s'en tient à un rappel à la loi. Voilà. Le produit illicite est confisqué, mais le voyageur pourra prendre son vol pour Bangkok. Au sous-sol du terminal 2, c'est l'effervescence. Dans cette zone interdite au public, sont déchargés chaque jour les produits destinés à la vente dans les aérogares. Pour Hélène, cette journée est particulière. 1 an qu'elle attend ce moment. Une livraison de caisse, en apparence anodine, mais qui renferme un chargement exceptionnel. Des chefs-d'œuvre du sculpteur Auguste Rodin, destinés à un tout nouveau musée. Pour acheminer cette cargaison en toute sécurité, Hélène emprunte ces couloirs permettant de circuler sous l'aéroport de Roissy. Depuis le 11 septembre, l'intrusion terroriste est la crainte majeure. Chaque colis doit être vérifié et contrôlé au rayon X. Chaque personne inspectée. C'est un peu étonnant pour vous de passer la frontière pour faire une exposition. Oui, oui, surtout dans ce contexte-là, avec une sculpture devant, le commissariat, c'est assez spécial. Direction les portes d'embarquement du nouveau terminal 2E. C'est ici, dans l'immense galerie commerciale, au milieu des boutiques de luxe, qu'Hélène s'apprête à présenter une exposition culturelle temporaire. Quelle sensation ça fait de se dire que ces œuvres vont être exposées dans un terminal qui n'a rien à voir avec un musée? C'est un peu déroutant au début. C'est un peu déroutant parce qu'on n'est pas du tout dans une ambiance musée. Dans cet espace encore en travaux, dans 3 jours, s'ouvrira une annexe du musée Rodin.
qui est important, c'est que vous ouvriez les caisses qui correspondent à l'ordre qu'on s'est fixé. D'accord. Bon. Ok, moi j'ai une liste de colisage. Ouais. On va 1, 2, 6. Une cinquantaine de sculptures vont être présentées gratuitement aux voyageurs pour une période de 6 mois. Certaines esquisses, inédites, seront même exposées pour la toute première fois. En fait, cette aile, elle a été montée sur une espèce de base, ce qui fait qu'elle a vraiment été montée pour elle tient à la verticale comme une flamme en fait. Et quand on tourne autour, parfois on a l'impression presque que c'est une pâle d'hélice. En fait, ça, c'est un agrandissement d'une des ailes de ce groupe-là. Une dernière vérification, et Hubert, le scénographe, peut entrer en scène pour installer les œuvres. Celle-ci, on va la mettre plutôt de dos ou de face? Plutôt de face, hein. Elle se voit plutôt comme ça, celle-là. Voilà, comme ça. Aéroport oblige, Hélène et Hubert ont choisi de décliner le travail de Rodin autour du thème de l'envol. Oui, encore. C'était à une époque où quand même l'aviation était quelque chose d'assez fantastique. Enfin, on y arrivait. Et on sait, il y a des écrits dans lesquels il dit vraiment que ça le fascine. Et en fait, le travail de l'artiste, c'est toujours de travailler justement sur cette apesanteur de la matière. Et au fond, qu'est-ce que c'est que l'aviation? C'est ça, c'est cette idée que la matière s'envole, de transformer la matière en quelque chose de léger. Proposer une telle exposition au cœur d'un aéroport est une première en France et un véritable défi. C'est un endroit où il y a tellement, tout est à acheter, où c'est tellement hyper commercial, que comme ça peut être un peu une zone de décompression, d'être là juste pour regarder et c'est tout. Et se faire plaisir et puis emporter une petite part de rêve avant de partir. Le public sera-t-il au rendez-vous? Les premiers visiteurs sont attendus dans quelques jours. En Afrique du Sud, Vincent et son équipage poursuivent leur visite culturelle dans la région du Cap. Au programme de leur dernière excursion, l'île aux phoques de Hout Bay. Non, c'est très impressionnant quand même. La densité animale est très impressionnante. On voit au milieu le gros mâle à chaque fois là, qui domine les autres. Ouais, avec la tête en l'air. Et il a son harem autour de lui. C'est un mythe ou c'est une réalité, le pilote entouré de toutes ses hôtesses? Entouré, oui, c'est vrai. Maintenant, ça se borne peut-être à ça. Hein. Entouré seulement. Quand on a fait 35 ans de pilotage, on a pu profiter d'instants avec toute sa famille comme celui-ci? Ah non, c'est rarissime. C'est rarissime, je crois que c'est la première fois. Et là, arriver à avoir mes 3 enfants avec leurs conjoints, etc., c'est un cadeau, quoi. En 37 années passées dans les airs, le commandant n'a pas vu grandir sa famille. Bien sûr, j'ai fait des beaux voyages, j'ai une belle vie, mais il n'est pas toujours là à Noël. C'est un peu difficile avec les enfants en bas âge parce que c'est uniquement sur la maman que l'éducation se fait. Maintenant, le but, c'est de compenser ça pour les petits-enfants. On va essayer de rattraper ce qu'on n'a pas pu faire avant. Ouais, au revoir. Pour Vincent et ses proches, l'escale touche à sa fin. Déjà, il leur faut troquer le costume de touriste pour celui de personnel navigant. On arrive à peu près à l'heure, hein, donc on n'aura pas de... À l'aéroport du Cap, le moment tant redouté est arrivé pour le commandant. Il effectue sa dernière visite pré-vol, une inspection visuelle de son Boeing 777. J'étais obligé. Quoi? C'est la dernière fois. La dernière fois. Bon voyage.
Le personnel navigant accueille les passagers du vol retour. Et parmi eux, une passagère nécessite une attention toute particulière. Comment se déroule l'embarquement? Ça va vite. Je prends ta veste? Allez. En fait, je vais faire ça. À quelques instants du départ, la femme de Vincent ne peut retenir son émotion. Ok, ça a allumé, ça tourne. Une surprise attend le commandant. Des véhicules incendies se sont positionnés discrètement de part et d'autre de l'avion. Dégagez à gauche, à droite et devant. C'est parti, j'ai mis mon radar, il fonctionne. Au moment du départ, les pompiers mettent en marche les lances pour arroser l'avion. Basse vitesse, ah c'est sympa, ah bah d'accord. Ah là là, ah c'est pas vrai. Ah bah j'aurais tout eu là. Alors là j'aurais tout eu. Ok, je me demandais pourquoi il y en avait deux gros comme ça. Oh là là. L'aspersion d'eau est une coutume qui marque le départ à la retraite d'un pilote chevronné. Mesdames et messieurs, en hommage au dernier vol du capitaine, l'avion est maintenant arrosé par les pompiers de Canton. On appelle cela le Water Salute. Thank you, Roger. Un événement exceptionnel. Ok, take off. 80 knots. Check. V1. Rotate. Avec un pincement au cœur, Vincent procède à son dernier décollage. Gear up. Direction Roissy-Charles de Gaulle. On va pas modifier la vitesse, hein? Ça vous semble correct? Oui. Vincent enclenche le pilotage automatique. Son fils en profite pour lui rendre visite. Alors? Oui. On s'est fait arroser un peu la bête. Ah là là, bah, non, je m'y attendais pas, ça m'a troublé complètement. Les gens, ils ont applaudi en cabine. C'est vrai? Ah mais c'était magnifique, mais alors, moi je suis vraiment naïf, hein. Complètement à côté de la plaque. À mi-parcours, les 370 passagers sont désormais assoupis. Dans moins de 3 heures, le vol arrivera à destination. À Roissy, au milieu des boutiques de luxe, l'exposition temporaire « Rodin, les ailes de la gloire » ouvre tout juste ses portes. Les premiers visiteurs découvrent les œuvres aussi prestigieuses que L'Âge d'airain, Le Penseur ou Le Baiser, mais aussi des sculptures présentées pour la première fois au public, comme la figure ailée, une des œuvres favorites d'Hélène. La conservatrice est venue observer les réactions des voyageurs. C'est une très bonne idée. On s'emmerde dans les magasins entre Gucci, Rolex, etc. Et je trouve ça très bien. On est obligé d'arriver 3 heures à l'avance maintenant, donc on a le temps. Étonnant, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Ah oui. L'art, elle doit être à la portée de C'est tout une le manière monde. aussi de montrer aux gens là. C'est une très très bonne idée. Hélène n'en revient pas du succès. C'est tellement en dehors du cadre des musées habituels. Les gens sont peut-être entre Miami et Pékin et qui sont là et qu'ils prennent une petite image de Rodin et ils repartent. Et c'est assez déroutant de voir du public traîner une valise. On n'a jamais vu ça dans les musées. Même Bérangère, la vendeuse de la boutique Duty Free, a profité d'une courte pause pour découvrir le travail du sculpteur. On est quand même à 10 milieux de l'univers de la boutique là.
Ouais, complètement. C'est plus calme ici. C'est reposant. Mais comme dans un musée, en fait. Vraiment. On va faire un briefing. À 2000 mètres au-dessus de Paris, Vincent s'apprête à effectuer le tout dernier atterrissage de sa carrière. Alors, j'ai prévu une arrivée en 26 gauche. Si j'étais très perturbé, je n'hésiterais pas à te passer les commandes. Hein, si vraiment j'avais un gros problème, je sais pas. Flaps 5. Bah, je vais sortir le train. Hein. Gear down. Flaps 20. Continue. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Speed break 7. Déverseur normal. 80 knots. 60 knots. Auto break. Le contrôleur de la tour informe Vincent de son parking d'arrivée. Au revoir. Le au revoir était pour toi. Tu crois? Ah oui, oui, oui. Je confirme. Je vais lui répondre. Merci beaucoup. Et je remercie toute la confrérie des contrôleurs pour l'aide qu'ils m'ont apportée au cours de ces longues années. Merci beaucoup. Avec plaisir, monsieur, et bonne suite à vous. Ultime virage pour le commandant, après avoir fait plus de 260 fois le tour du monde. Ok. Parking brake set et puis running. Bonjour, on dégage document doublé d'un. Le 2 pour la dernière fois. Le 1 pour la dernière fois. Voilà. Il est 4h55 du matin. Bloc 55, c'était l'horaire, 0 minutes. Le commandant s'offre une dernière satisfaction. Coup de chance. Ah, c'est un coup de chance. 0 minutes de retard. Ah, c'est gentil. 0455. Le prochain vol, Vincent? Le prochain vol? Un vol à main armée, peut-être. Voilà. Allez. Ultime boutade. Ultime regard sur le cockpit. Un instant à Roissy. Le temps a suspendu son vol. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. Baby, wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby. Lonely days are gone, I'm a going home. Baby, wrote me a letter. And she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby used to wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone,